Vous aimez bien les X-Men, ça tombe bien, moi aussi. Et dernièrement, en librairie, est ressorti, eh bien, ces épisodes-ci, c'est-à-dire les épisodes de l'année 99-2000, dans la collection intégrale Marvel. Collection qui dure. Ça fait plus de 20 ans que cette collection dure. Je crois que de mémoire, ça doit être le 57e tome de la collection. C'est dire si c'est une collection qui dure dans le temps. Alors, couverture de Brandon Peterson, c'est pas sa meilleure cover d'ailleurs, hein. J'aime pas trop son cyclope. Gros pavé, comme vous pouvez le voir, hein. C'est une jolie petite brique, un peu plus de 400 pages. C'est une saga que vous connaissez si vous lisez les X-Men depuis longtemps, hein. Ce visuel doit vous dire quelque chose. C'est en fait la saga des 12 intégralement réunis dans cet album, donc avec les épisodes qui précèdent, et puis le cœur de la saga des 12. On va y revenir plus dans le détail. C'est pas souvent que je fais des vidéos consacrées aux intégrales dans Capsule Comics, mais là, c'était les X-Men, j'avais envie, donc je me permets. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous plaît quand je fais des intégrales si vous avez envie d'en voir d'autres, parce que c'est vrai que, mine de rien, j'en achète quelques-unes. La dernière que j'ai faite, c'est Devil Dinosaur, que j'ai fait il y a quelques jours, qui a fait, je crois, plus de 150 vues. Ça fera rire ceux qui, qui pensent qu'on est une énorme chaîne et qu'on va faire des milliers de vues avec Devil Dinosaur. Non, déjà, je me suis dit, si j'allais faire 50 vues avec Devil Dinosaur, c'était déjà bien, et j'en ai fait, je crois, 168 aux dernières fois que j'ai regardé, donc c'est plutôt pas mal. Au menu, donc, de cette intégrale, là, comment dire, les épisodes de Astonishing X-Men qui avaient été publiés à cette époque pour lancer la saga des 12, Uncanny X-Men 375 à 377, X-Men 95 à 97, X-Men Unlimited numéro 25, Wolverine 145 à 147, ainsi que Cable 75 à 76. Tout ça a déjà été publié à la fin des années 90, début des années 2000 par Panini en kiosque. Donc c'est une réédition en quelque sorte, mais ça fait plus de 20 ans que c'était pas sorti et qu'on ne les trouvait pas. On ne pouvait les trouver qu'en occasion. Les voilà réunis dans un album et on va voir ensemble ce que ça donne. Il y a du bon et du moins bon. Graphiquement, il y a des choses qui sont assez... bon voilà, c'est assez irrégulier. Et puis en termes de scénario, c'est la saga des 12, hein. Alors quand j'ai dit, l'autre jour j'étais avec Doop, je lui dis, tiens, je vais lire les 12, je vais lire la saga des 12, je vais peut-être en faire une vidéo. Et là il m'a fait... Je compatis. On va voir si effectivement 20 ans après la saga des 12 c'est bonifié ou pas. On se retrouve tout de suite le temps que j'installe mon matériel pour pouvoir vous filmer toutes ces pages. À tout de suite. Allez, c'est parti. J'ai enlevé la jaquette pour qu'on puisse mieux en profiter et puis surtout que j'évite de l'abîmer comment dire, en feuilletant les pages. On est parti pour cette grosse intégrale, pour un feuilletage probablement intégral. Donc évidemment, si vous n'avez jamais lu la saga des 12 et si vous n'avez pas lu ces épisodes, je vous invite fortement à le faire avant, parce que évidemment ça va spoiler un peu. Donc voilà le contenu, hein, Astonishing X-Men 1 à 3, Uncanny X-Men 375-377, X-Men 95-97, X-Men Unlimited 10, comment dire... 25, Wolverine 145-147 et Cable 75-76. Je me rends compte que j'ai même pas allumé. Ah, c'est peut-être mieux. J'ai même pas allumé comment dire, pardon, ma lumière. Au dessin du beau monde, Alan Davis, Tom Rainey, Brandon Peterson, Adam Kubert, Rob Liefeld, Leinil Francis Yu, Brett Booth, Mike Miller, Roger Cruz et Bernard Chang. Et ouais, et oui, on est à la fin des années 90 et au scénario, comme vous pouvez le voir, là aussi du beau monde, Alan Davis, Howard Mackie, Eric Larson, Fabian Nicieza, Terry Cavano et Joe Pruitt. Bon, Joe Pruitt, bon, voilà. Et c'est une traduction assurée par Geneviève Coulon et Nicole Duclos. Allez, c'est parti, on se lance. Une petite préface de Christian Grasse qui remet un petit peu les choses dans leur contexte. On va avoir ici l'intégralité de la saga des 12. On nous explique dans l'intro que la saga des 12, c'est une saga initiée par les scénaristes qui voulaient frapper en fait un grand coup avant le changement de siècle. Et donc, ils ont décidé de lancer cette idée de saga des 12. Et pour lancer cette saga des 12, une mini-série The Astonishing X-Men en 3 épisodes. Et comme on nous le promet très souvent, la saga qui va tout changer commence ici. Bon, on remarque que, en fait, cette saga est loin d'avoir tout changé. Mais bon, peu importe la destination, tant que le voyage est sympa. Alors, pour info, hein, au démarrage de cette saga, Bastion a été arrêté.
On va voir ce personnage qui va jouer un rôle important dans la saga, dans cette saga, qui est le personnage de Mort, dont on ne voit pas le visage pour l'instant. Et puis, donc, les X-Men, c'est Jean Grey et Cyclope qui réunissent en fait une équipe, les Astonishing X-Men, avec Angel, Cable, X-Man. Donc déjà, c'est une sacrée réunion. Et Wolverine, évidemment. Alors, on nous explique au début de cet épisode que en fait, ils ont, alors peut-être pas fait scission, mais qu'ils se sont détachés du professeur Xavier, parce que le professeur Xavier, tout simplement, a été particulièrement dur avec eux. Ils ne sont plus d'accord avec sa manière de gérer l'équipe, et donc ils ont décidé de faire leur groupe de leur côté. Et au moment où cette histoire débute, Jean Grey et Cyclope ont reçu un appel à l'aide d'une petite fille, qui est une petite fille qui possède des pouvoirs mutants. Et donc, toute notre belle équipe se rend sur les lieux pour essayer de sauver cette petite fille et ses enfants, parce qu'a priori, d'après la petite fille, il y en a plusieurs. Et quand ils arrivent sur les lieux, donc c'est un complexe particulier, hein, ils vont pas, comment dire, ils vont pas n'importe où. Comment c'est voilà, le complexe, et on voit qu'il a pris, il a pris cher le complexe. C'est une base des Hulkbusters, hein, c'est l'endroit où se trouvait l'opération Tolérance Zéro. Donc autant dire que les X-Men ne sont pas forcément ravis de se retrouver ici. Les dessins sont de Brandon Peterson, hein, qui est un dessinateur que moi j'aime bien, qui est parfois inégal. Il y a des trucs parfois qui sont super, et puis parfois il y a des choses qui sont beaucoup moins bien. Quand ils arrivent dans cette base, bon bah déjà ils se rendent compte que c'est dévasté, ils tombent sur un petit garçon et ils tombent sur ce petit garçon s'appelle Hitcase et donc sur une petite fille qui s'appelle Nina. Ce sont en fait des manites, c'est-à-dire c'est une espèce hybride. Et les X-Men entreprennent donc ils prennent ces enfants sous leur coupe, ils décident d'aller sauver les autres manites qui se trouvent dans le complexe. Évidemment, ils retrouvent leur vieil ennemi Bastion. Et bah voilà les autres manites, hein, qui se retrouvent ici, manites qui ont des pouvoirs qui évoluent au fur et à mesure. C'est un peu une de leurs particularités. Sauf que au cours de ce sauvetage, tout ne va pas se passer aussi bien qu'on pourrait l'imaginer, puisque bah, ce sauvetage va être interrompu par cet étrange et mystérieux personnage qui s'appelle Mort. Voilà, ça place son nom. Euh, Mort, en fait, va attaquer sur le chemin du retour. Il va carrément attaquer le vaisseau des X-Men, ce qui va obliger l'équipe à se séparer en deux camps. Donc, vous avez un camp qui va, comment dire, qui va protéger les enfants. J'ai un petit doute sur ce que va faire l'autre camp, mais c'est pour ça que vous m'entendez hésitant. Et là, vous voyez, on a changé de dessinateur, on est sur Brett Booth. Alors, Brett Booth, c'est à l'époque, c'était un jeune dessinateur, on lui confie ses épisodes. C'est un dessinateur qui est apparu chez Image, et donc il a un style qui est, je trouve, à l'époque, qui tente régulièrement de singer Jim Lee. Clairement, hein, on est dans l'école Image Comics, hein, il suffit simplement de regarder. Mais je trouve qu'à l'époque, son style est encore un peu limité. C'est toujours sensiblement les mêmes expressions faciales. Alors quand il est en forme et que il a envie de dessiner des trucs qui changent un peu, bon, bah ça va aller. Mais sinon, vous verrez que les personnages font souvent la moue. Ils font une espèce de moue comme ça quand ils sont dessinés de face. Voilà, et on dirait qu'ils font un peu la gueule, hein. C'est un peu spécial. C'est un dessinateur que j'aime bien, qui est toujours en activité aujourd'hui. C'est lui notamment qui s'occupe de Spawn dans le récent Spawn 2025, sorti chez Delcourt. Vous le retrouvez, hein, donc il est toujours en activité, il a mené sa barque, ce dessinateur. Son style a évolué aussi, on reconnaît un petit peu son style encore aujourd'hui, mais il est bien plus affûté qu'il ne l'était à l'époque. Donc, alors j'en suis où là? Oui, vous avez Mort qui attaque un groupe des X-Men. Donc c'est l'occasion d'une baston avec nos X-Men. Alors, les X-Men se disent, mais on connaît ce mec. Vous voyez les dessins de Brett Booth, avec ses jambes de 4 km de long, et ce petit torse, ça m'a fait toujours marrer. C'est vrai qu'à l'époque, on dessinait les filles comme si c'était des danseuses du Crazy Horse, mais alors qui ont des jambes, mais qui n'en finissent plus. Sauf qu'en termes de proportion, évidemment, ça pose de sérieux problèmes. Donc, le groupe de Jean Grey, X-Men, Wolverine et des Manites se sont réfugiés dans un parc d'attractions. Tandis que Cyclope, Cable et Angel affrontent Mort. Et en fait, ils se font avoir parce que Mort disparaît, mais en fait, ils s'installent sur le vaisseau, ce qui va lui permettre de récupérer l'ensemble du groupe des X-Men. Chouette couverture, hein, voilà, je trouve ça plutôt cool.
Euh, et donc, Angel et Cyclope vont ramener Mort tout droit vers les manites. Alors on se dit, mais en fait, ce Mort, il en veut aux manites, mais en réalité, c'est pas vraiment aux manites qu'il en veut. C'est plus aux X-Men. Et donc, Serval met la main sur le sabre de Mort. Et donc, sauf que, surprise, c'était une embuscade. Et Mort donc se met à attaquer l'ensemble du groupe. Ce mec est quand même puissamment badass et puissamment fort et il a peur de rien, a priori. Et forcément, à un moment ou à un autre, c'est baston entre Wolverine et Mort. Sauf que la surprise, Mort sort son cimetière et flaf, il donne un grand coup comment dire, à Wolverine, qui passe l'arme à gauche et qui meurt. Voilà, voilà. Merci, au revoir Wolverine. Et Mort se barre en mode j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et là, stupeur dans le camp des X-Men. Bon, Lucie et puis le reste des manites se barrent en mode c'est sympa de nous avoir aidés. Il reste plus que le cadavre de Wolverine. J'avoue que ça me laisse, même en le lisant aujourd'hui, ça m'a laissé un peu stupéfait de se dire putain, mais les mecs, ils croient vraiment qu'on va penser que Wolverine est mort. Un personnage qui, déjà à cette époque-là, est assez vieux. Enfin, je veux dire, et puis surtout, c'est un personnage extrêmement populaire. Et là, d'un petit coup d'épée, hop, Wolverine va crever, pouf, voilà. À noter que Wolverine n'a pas ses griffes en métal, en adamantium. À l'époque, en fait, il est toujours dans sa période où il n'a plus de squelette d'exosquelette en adamantium. Et donc, ce sont ses griffes naturelles qui sont là. Très chouette couverture de ce numéro anniversaire de Uncanny X-Men 375, avec des dessins d'Adam Kubert. On retrouve l'autre partie des X-Men qui se sont barrés aussi, hein, et très naturellement, c'est Malicia, et puis surtout Kitty Pryde et Diablo qui sont ensemble. Tout le monde appelle au secours parce que Wolverine est mort. Bon, je pense que vous avez compris que personne n'y croit à cette mort à ce moment-là. J'avais complètement oublié à l'époque que Cable, il avait un bâton. J'avais complètement zappé ce truc-là. Bon, le frère de Cyclope est à l'infirmerie. Marrow fait toujours partie de l'équipe, évidemment. J'aime beaucoup le costume de Malicia à cette époque-là, avec cette capuche. Et je trouve que, une petite page, double page dans le sens vertical, je trouve que Adam Kubert à l'époque a déjà son style qu'on retrouvera sur dans l'univers Ultimate X-Men. Je trouve que voilà, il a déjà ce style-là. Alors parfois c'est bien, parfois c'est un peu moins bon, hein. Voilà, par exemple là c'est pas forcément très très réussi, mais je crois que c'est parce qu'il y a un ancrage de Tim Thompson, si je ne me trompe pas, qui a tendance un peu à ancrer comme ça. Eh ben non, c'est Eric. Si, c'est. Ah, mais c'est même pas. Ah, mais si, je dis pas de conneries. C'est Tim Thompson. Voilà, c'est Yabat et Tim Thompson. Tim Townsend qui sont à l'ancrage. Bon, c'est un épisode où, voilà, Wolverine est mort. Donc, c'est pas. Cet épisode-là est pas fabuleux, je trouve. Euh, du coup, je vous ai parlé, j'ai perdu un petit peu le fil de la discussion. En tout cas, tout le monde est assez déçu de la mort. Évidemment, tout le monde est un petit peu triste. Sauf que, surprise, et c'est là le rebondissement de cet épisode, mais ce n'était pas Wolverine, c'était un Skrull. Oh là là, ceci explique donc cela. Voilà pourquoi il est mort aussi facilement. Et voilà pourquoi, éditorialement, personne n'en a rien à foutre de la mort de Wolverine dans l'épisode précédent. On nous explique qu'au retour d'une précédente aventure, en fait, des Skrulls ont interverti le Wolverine originel par un Skrull en tout point identique à, à notre Wolverine. Bon, alors voilà, donc ça crée, ça crée évidemment énormément de réactions et qui se résument par mais alors si ce Wolverine-là est un Skrull, où est passé le vrai Wolverine? Très bonne question. Et on passe donc dans un nouvel épisode qui est celui de X-Men 95 avec Tom Raney au dessin. Tom Raney, hein, alors peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il le fera après. Moi, je me souviens surtout de son travail sur Authority. Euh, Ici, il était au scénario avec Alan Davis. Bon, c'est un peu comme je trouve Brett Booth, c'est-à-dire qu'autant il y a des trucs parfois qui sont super, autant parfois il y a des trucs qui vont pas, je trouve, au niveau des dessins. C'est assez inégal, je trouve, les dessins des X-Men à cette époque. Donc on nous montre l'entraînement, la raison en fait, une des manières dont les Skrulls s'y sont pris pour créer ce
comment dire, ce faux Wolverine. Donc, les X-Men vont faire appel à Polaris. Et donc, voilà, donc on pense en fait que, enfin, comment dire, les X-Men vont faire appel à Polaris, on pense qu'il s'agit du frangin de Cyclope, mais en fait, ça n'est pas lui. C'est en réalité un Skrull, et on commence à nous parler des 12, les fameux 12, comment dire, que les Skrulls sont en train de réunir pour le compte de quelqu'un, on ne sait pas qui, mais ça va venir assez vite, puisqu'on découvre que les Skrulls frayent probablement avec un très très vieil Égyptien. Bon, évidemment, on veut parler de Apocalypse. Rien de surprenant là-dedans. Très chouette image, hein, très chouette pin-up des X-Men, j'aime beaucoup. Et donc les X-Men ont trouvé la base des Skrulls et attaquent cette base pour essayer de comprendre en fait ce qui comment, où est passé surtout le vrai Wolverine. Parce que eux, évidemment, ignorent encore à ce moment-là que le vrai Wolverine, c'est mort. Voilà. Et ben, ouais, hein, il leur faut pas longtemps, parce que là, le vrai Wolverine est arrivé, c'est bien lui, c'est mort, et à la plus grande stupéfaction des X-Men, il ne réagit pas. C'est-à-dire qu'il ne montre aucun signe de connivence avec les autres X-Men. Donc le Logan que l'on connaissait aurait-il disparu pour laisser place qu'à ce super vilain. Nouvel épisode, X-Men Unlimited 25, dessiné par Brett Booth, In Memoriam, un épisode qui porte très bien son nom. Vous voyez là, Brett Booth, quand je vous parle des mous, hein, un peu fatigant quand même, je trouve, la manière dont il les dessine, enfin je sais pas, je focalise là-dessus. Donc là, les X-Men rentrent au manoir, rentrent au QG, et bah, il faut bien annoncer à Génération X, et notamment à Jubilé, que Wolverine, bah, il y a un problème. Alors ça va être un épisode in memoriam, donc un épisode où on va revenir sur chaque personnage qui se rappelle d'une petite anecdote sur Wolverine, une anecdote importante ou pas, mais chacun va y aller de son petit souvenir. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez Diablo qui pense à cet épisode où Wolverine lui avait demandé de venir le rejoindre pour combattre Wendigo avec la division Alpha. Je suis content, c'est l'occasion de voir la division Alpha, juste le temps de quelques pages, mais mine de rien, c'est quand même l'occasion de les voir. Vous avez Diablo qui pense aussi au moment où il réparait le Deathbird avec Wolverine. Il s'interroge sur le sens de ce que Wolverine pouvait lui dire à ce moment-là. Évidemment, vous avez Jean Grey qui y pense. Et puis chacun y va. Donc, Malicia. Bon, c'est bien, mais alors, qu'est-ce que c'est long, quoi. Enfin, ça raconte rien, parce qu'en fait, les personnages sont dans une pièce, et il y en a un qui raconte tel truc, tel truc, tel truc. Bon, Marrow, hein, voilà, Marrow, encore une fois, problème de proportion, hein, chez Brett Booth, faut que j'apprenne à parler. Des jambes interminables et un petit buste. Marrow, d'ailleurs, qui est sexualisée à bloc, alors que dans les premiers épisodes où elle apparaissait, c'était pas tellement ça. Donc c'est vrai que c'est un peu curieux ce décolleté là. Enfin, je trouve que ça colle pas au personnage tel qu'on le connaissait. Bon, voilà, tout l'épisode c'est comme ça. On arrive à Wolverine cette fois-ci, donc scénarisé par Eric Larsen et Eric Larsen au scénario pardon et au dessin Lénil Francissiou. Le Lénil Francissiou très soft en termes de dessin. Hein. C'est pas le Lénil Francissiou qu'il y aura sur Secret Invasion. Non, là c'est plus pondéré en termes de dessin. Bon, bah évidemment, toute la question c'est de savoir où est donc passé Mort. Alors, on apprend que Mort est au service d'un étrange égyptien. Et que cet étrange égyptien a tout fait, à manigancer pour transformer Mort. Donc on voit une aventure de Mort face à Hulk. Bon, alors c'est évidemment prétextuel, et puis je comprends que dans la série Wolverine, ils sont coincés parce qu'ils peuvent pas avancer, puisque le personnage est censé être le personnage de Mort. Donc on nous fait un flashback sur une des épreuves d'initiation de Mort. Donc là, c'est l'occasion de nous montrer Hulk. Alors bon, moi, un combat Hulk contre Wolverine dessiné par Lenny Liu, moi je prends, hein, c'est toujours bon, même si ça prend quelques pages. Moi, je suis plutôt partant. Et on découvre aussi, à un autre moment, c'est un autre flashback, ça c'est quand Wolverine a été chopé par les Skrulls, qu'il affronte Dan Sabre, son ennemi juré. Bon, ça fait quand même deux sacrés affrontements, hein, quand même. Wolverine contre Dan Sabre, Wolverine contre Hulk, pas mal.
C'est plutôt sympa. 2 pour le prix d'un. Ça donne de chouettes illustrations. Moi, j'ai passé un chouette moment. Il y a des dinosaures, que voulez-vous? Moi, j'ai trouvé ça bien. C'est aussi le moment où, c'est dans cet épisode-là, le saviez-vous, que Wolverine récupère ses griffes d'adamantium. Et d'où vient l'adamantium qui permet de lui redonner des griffes? Du corps de Dents de Sabre. Voilà, j'avais complètement oublié cette anecdote. J'avais complètement zappé d'ailleurs comment il avait récupéré ses griffes. Bon, chouette épisode. C'est de la baston, hein, mais c'est plutôt chouette. Bon, là, Joe Pruitt et Rob Liefeld déboulent sur Cable. Alors bon, Cable a été enlevé comment dire, par Apocalypse. Bon, c'est un épisode pour rien dire, en fait. Voilà, c'est juste des personnages qui serrent des dents, gna gna gna, on va faire ceci, on va faire cela. D'ailleurs, même Rob Liefeld, il y croit pas, hein, il fait un nombre assez impressionnant de splash page. Vous vous rendez compte quand même, enfin, une, deux, trois d'affilée, quoi. Je crois que j'ai jamais vu ça. Quatre, pardon, quatre. Je crois que j'ai jamais vu 4 splash pages d'affilée dans un comics. Puis on peut pas dire que ça soit les plus belles, quoi. Donc, ah bah non, 5. 6, 7. Bon, non, j'étais plus, la coupe est pleine. Bon, voilà, c'est inintéressant. Uncanny X-Men Apocalypse les 12 avec Roger Cruz au dessin. Roger Cruz qui s'amuse à singer Joe Madureira, parce qu'il va dessiner tous les personnages comme s'il était Joe Madureira. Ça vous fait forcément penser à Joe Mad, quoi. C'est clair. Puis vous verrez, il y en a plein d'autres. Hein. C'est exactement ça. Bon, vous voyez que ça prend son temps quand même, hein, parce que quand on met les épisodes qui vont avec, etc., bah, ça commence à prendre gentiment son temps. Alors, ce qui se passe, c'est que au manoir Xavier, le Skrull qui avait remplacé Wolverine bah, reprend conscience. Et ce Skrull, en fait, c'est intéressant parce qu'il se rebelle en quelque sorte contre les autres Skrulls et il va décider d'aider les X-Men. Alors, il possède des pouvoirs un peu spéciaux, il peut augmenter sa taille, il peut évidemment changer sa forme. Et bah, en fait, il implore la pitié des X-Men et il veut les aider. Ce qui est un retournement de situation par rapport à ce personnage assez intéressant. Quand je vous disais qu'il dessine comme Joe Mad, voilà, mort à Mike Taggart. Et donc, c'est via ce personnage, ce Skrull, de mémoire, il s'appelle Fitz, mais j'en suis pas tout à fait certain. Euh, Ce Skrull va les aider en fait à mettre la main sur sur les autres, sur les personnages qui ont été enlevés, parce que mine de rien, il commence à y en avoir quelques-uns, notamment le monolithe vivant qui est aux mains d'Apocalypse. Et donc, bah, il va peut-être être temps que les X-Men se bougent un peu, parce que jusqu'à présent, ils sont quand même un petit peu passifs. Là, ça doit bien faire 100 pages qu'ils sont dans leur manoir à attendre de voir ce qui se passe. Et pour le coup, bah, Xavier dit qu'il va falloir faire appel à l'un d'entre eux qu'il ne souhaite pas appeler, mais il va bien falloir qu'il le fasse, c'est Magneto. Et c'est l'occasion de basculer sur X-Men 96 avec bah, Alan Davis au scénario et au dessin, ancré par Mike Farmer. Donc, bon, c'est un peu le duo de rêve, hein, enfin, on va dire. Là, on change de camp. On est chez Magneto, sur Genosha. Xavier fait appel à lui. Bon, quand je disais l'équipe de rêve, bah ouais, c'est que Mike Farmer, Alan Davis, c'est quand même, c'est super chouette, quoi. En termes de dessin, ça tabasse quand même plutôt bien. C'est pas le meilleur truc qu'il ait jamais dessiné, mais c'est quand même vraiment bien. À nouveau, Mort qui attaque les X-Men, parce que, bah, que voulez-vous, il adore faire ça, Mort. Euh, et ça va être l'occasion aussi de nous montrer d'autres cavaliers de l'Apocalypse, hein, comme Famine, par exemple, qui attaque au niveau du Japon. Il enlève Sunfar. Donc les 12 en fait sont progressivement enlevés pour être réunis par Apocalypse. Comme on peut le voir ici, cet épisode se termine. Ben voilà, Apocalypse a réuni quelques-uns des X-Men, que ce soit Cable, que ce soit Iceberg, que ce soit Sunfar, ou que ce soit même d'autres. Et ben voilà, il collectionne les 12 progressivement. On arrive sur comment dire, un épisode de Wolverine. Alors là, je sais pas, Fabien Niceza et Eric Larson ont loupé un mémo, mais on nous dessinait Cyclope avec un tatouage rouge sur un de ses yeux. Et là, dans cet épisode, ce tatouage disparaît. Bon, bah, c'est un des problèmes parfois de cohérence qu'il peut y avoir. Parfois, bah, l'éditorial ne suit pas forcément en termes de description. On a au début de cet épisode un petit résumé des récents événements. Et donc bah là, l'idée, c'est il va falloir faire basculer Wolverine quand même. Hein, il va bien falloir qu'il redevienne gentil.
Donc ils sont partis, ils s'échappent dans le tunnel des Morlocks, le fameux endroit où il y avait eu le massacre des mutants, et eh bien tout simplement, Psylocke et les autres, et Kitty Pryde, vont s'acharner à essayer de faire revenir le vrai Wolverine. Alors Kitty Pryde, c'est pas surprenant, hein, c'est normal, ça a été un peu on va dire son élève. Il y en a une autre, hein, c'est Jubilee, qui pourrait aussi tenir ce rôle. Il y a Angel qui se met aussi dans la baston, supportée hein, par Psylocke, qui à ce moment-là, Psylocke, elle, lutte en même temps contre le roi, j'allais dire le roi démon, si, c'est peut-être ça, le roi démon, le roi noir, je sais plus. Et puis, ben, en fait, Wolverine, ta gueule, c'est magique, il redevient le Wolverine qu'on connaît, mais pas de bol, c'est Angel qui pète un boulard. Bon, alors, là, dans le genre, ça devient long. Voilà, s'ils commencent tous à péter un câble les uns après les autres, c'est une saga qui pourrait durer 100 épisodes. On est à nouveau, toujours sur Wolverine, Fabian Nicieza au scénario, et Eric Larsen au dialogue, Roger Cruz qui revient, qui refait du Joe Madureira, parce que ben, c'est probablement ce qu'on lui a demandé. Vous voyez là, le tatouage, il y est. Hein, donc, ouais, non, c'est tellement influencé par Madureira, c'est impressionnant. Roger Cruz, il est capable, c'est un caméléon, il est capable d'adapter son style, je trouve, euh, à ce qu'on lui demande, probablement. Bon, alors, bon, tout ça pour nous amener au fait que, ben, voilà, Angel va finir par recouvrer son état normal, tout va bien, et on peut se diriger tranquillement vers un nouvel épisode de la saga des 12, avec cette fois-ci donc Apocalypse qui, accompagné de ses sbires égyptiens et de ses sbires Skrull, et bon là les X-Men se sont dit, bon allez, on a fini de pleurer, il va être temps d'aller blaster le gentil Apocalypse. Bon, évidemment, il y a, à la demande de Xavier, il y a Magneto qui déboule aussi. Il va même ramener Astra et le clone de Magneto, c'est Joseph. C'est une grande réunion de famille, hein, cet épisode. Des dessins pas toujours très réussis hein, de Tom Raney, de mémoire. Voilà, donc Polaris, elle est contente parce qu'il y a Havok qui va débouler. Et donc, ben, on est parti pour on va dire, le tronçon final de cette saga. Bon, vous l'aurez compris, je trouve que ça met énormément de temps à se lancer, en fait. C'est-à-dire que la fin me semble un peu rushée. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et puis avec des dessins qui sont pas toujours... là, c'est Bernard Chang. Bon, juste après Roger Cruz et comment dire, Tom Raney, c'est pas forcément évident. Bon, là, c'est un épisode de câble. Le choc est un peu rude en termes graphiques, on va dire. Bah, ça colle pas vraiment avec le style graphique que l'on connaissait précédemment. Il y a Madeleine Prior, évidemment, qui va venir faire sa petite apparition. Et puis, enfin, on nous amène tranquillement à la dernière partie, qui est donc Alan Davis J'ai eu peur, je croyais que ma batterie d'ordinateur allait s'arrêter. Alan Davis au scénario et au dessin pour la dernière partie, le dernier tronçon, l'ultime passage où les X-Men jettent leur force dans la bataille. Et puis, bah, c'est plutôt sympa. Alors, il y a le monoïde vivant, il y a Apocalypse, il y a X-Man. Bon, c'est une espèce comme ça de feu d'artifice, mais c'est cool. Mais ça arrive vraiment à la toute fin, quoi. Donc là, on a les cavaliers d'Apopo hein, qui sont là. Bon, moi, j'adore le dessin d'Alan Davis, donc je lui pardonne beaucoup. Mais c'est vrai qu'il faut avouer que, bon, voilà, quoi. Ça se termine certes en feu d'artifice, mais ça a mis tellement de temps avant d'arriver que waouh, voilà. Et ça se termine sur un cliffhanger. Bientôt l'ère d'Apocalypse, comme vous pouvez le voir. Et avec un cyclope qui a fusionné, et pas en bien. Et donc, bah, évidemment, à suivre. Voilà. Bon, voilà le contenu. Je suis désolé, j'ai rushé un peu sur la fin, mais c'est vrai c'est plus de 400 pages. Hein. Donc, c'est une sacrée grosse intégrale. C'est une des plus grosses intégrales qui existent de mémoire. Je crois que la plus grosse, ça doit être Killraven, il me semble. Je suis pas sûr que, si ça se trouve, celle-là est un peu plus importante. Bon, il y a énormément de temps mort, quoi. C'est ça le problème. Il y a énormément de temps mort. Il y a cette histoire du Wolverine Skrull. Bon, personne n'y croit. Hein. C'est-à-dire, même quand il se prend un coup d'épée, voilà, on n'y croit pas. Graphiquement, il n'y a pas vraiment d'artiste sur lequel
on peut se poser, à part Lenny Liu, mais il est vraiment sur des fill-in, enfin sur des fill-in, sur des épisodes secondaires. Il y a Alan Davis qui est là, heureusement, mais en réalité, il fait pas tant d'épisodes que ça. Bref, c'est quand même pas Jojo, quoi, la saga des 12. Donc, à voir dans le prochain tome comment ça va se boutiquer. Bon, l'avantage, c'est que pour les complétistes comme moi, c'est que vous avez tout, quoi. C'est vous avez tout de la saga. Donc ça, c'est plutôt... Enfin, vous avez tout de la saga. Vous avez tous les épisodes qui sont liés à la saga. C'est plutôt sympa, je trouve, de la part de Panini, d'avoir intégré ces épisodes. En même temps, ils étaient un peu obligés, vu la chronologie des événements. Mais, comment dire, c'est plus agréable à lire comme ça qu'à lire tel que c'est sorti en kiosque, je trouve. Parce que là, bah, on enchaîne assez facilement. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Bah, vous avez tout vu, hein. Vous avez vu l'ensemble de l'intégrale. Si ça a pu vous décider, bah, tant mieux. Voilà. Ça, moi, je trouve que ça reste des épisodes qui restent toujours sympathiques à lire, quand bien même ça soit pas extraordinaire. Et puis, bah, on arrive quand même en 99-2000 et on commence à arriver vers la bascule, c'est-à-dire la fin de cette période des X-Men, avec l'arrivée notamment de Grant Morrison au scénario. Et là, ça sera une toute autre affaire. Ça devrait arriver dans... bah, je crois qu'ils en parlent d'ailleurs dans l'intro. Je crois que Christiane Grassi en parle. Grant Morrison, Grant Morrison, Grant Morrison. Ça sera avec l'épisode 380. Non, pas 393, je dis une connerie. Tac, tac, tac. Je crois qu'il parle de deux ou trois intégrales avant l'arrivée de Grant Morrison. Ça fera bizarre quand même, hein. Grant Morrison en intégrale. Moi, j'avoue que je suis pas prêt encore, hein. Pour moi, les intégrales, c'est vraiment les trucs vieux. Et pour moi, Grant Morrison, c'est vraiment un marqueur au niveau des X-Men, un marqueur temporel. On pense qu'on veut après de la qualité de ce qu'il a écrit, mais clairement, il y a un avant et un après. Et bah, ça me fera bizarre d'avoir une intégrale consacrée aux X-Men de Grant Morrison. Voilà, bon bah écoutez, les amis, je sais pas combien de temps, depuis combien de temps on enregistre. Oula, une demi-heure. Bon, on va exploser les compteurs en termes de durée. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous souhaite une bonne lecture si vous vous lancez dans cette intégrale. Et puis d'ici là, bah écoutez, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et lisez des comics et partagez le plaisir de les lire. À très bientôt, à plus.